Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ingénieurs et scientifiques de France. Voilà. Donc, c'est une association qui fédère l'ensemble des associations d'anciens des 205 écoles françaises. On représente bien sûr l'ensemble des ingénieurs et scientifiques. Et une de nos actions principales, c'est de parler des métiers, pas des diplômes, des métiers de l'ingénieur auprès des élèves de collège et de lycée, et même de l'enseignement supérieur. On voit à peu près 2500 élèves par an dans notre région. Alors, habituellement, on fait une présentation complète lors des JPO de Polytech. Là, aujourd'hui, nous n'avons qu'une demi-heure, donc on va en faire une synthèse. Mais si vous voulez assister à la présentation complète, nous sommes présents à la nuit de l'orientation à la CCI de Nice, vendredi 19 à 18h. Et là, donc là, il y a la présentation complète en virtuel de la même façon. Alors, on va aborder les thèmes suivants. Ingénieur, qui es-tu? Là, on va parler de vous. Qui êtes-vous? Qui es-tu? Quels sont tes goûts? Quels sont tes talents pour l'exercice de ce métier? Que fais-tu? On va parler de la diversité des métiers et des fonctions qu'on va essayer de positionner par rapport à la diversité des activités. Ce sont deux choses différentes. On parlera des filières de formation. Ça, c'est très concret par rapport à votre réflexion Parcoursup. Ça a déjà été abordé par Pascal Masson, mais on donnera le paysage complet. Et on terminera par du très concret sur l'emploi et les salaires. Alors, ingénieur, qui es-tu? Je suis créatif. Je n'explique pas le créatif, mais ça me permet de faire la remarque suivante. N'hésitez pas à changer d'environnement. Changer d'environnement, c'est changer de culture, changer de point de vue, changer de pays. Toutes les questions qui vous seront suggérées par ce changement sont certainement des moteurs de la créativité. Il faut sortir de chez soi. Je suis curieux. Les questions sont plus importantes que les réponses. Le questionnement de l'ingénieur est fondamental. Pourquoi? Comment? Pourquoi? Comment? Posez-vous les vraies questions. N'allez pas en diagonale. Si vous faites une expérience scientifique et que cette expérience scientifique échoue, ou même que vous faites un bricolage et que ça échoue, c'est une opportunité terrible. Toutes les questions que vous allez vous poser eh bien, vous permettront de progresser. La science progresse comme ça. Et c'est ça qu'on attend de vous en termes d'état d'esprit. Je suis dynamique. Ça veut dire que j'aime traiter les problèmes. Et puis, l'ingénieur, il faut signaler que c'est quelqu'un qui travaille dans le temps long, tout simplement parce que les projets, ça demande plusieurs années souvent, hein, de 2, 3 ans à même 10 ans. Mais bon, donc ça nécessite de programmer et d'envisager, de structurer le temps dans le futur pour pouvoir voir clair. Mais vous savez bien que quand on a programmé quelque chose, eh bien dans la réalité des choses, ça ne se passe pas comme prévu et qu'il faudra avoir l'agilité de s'adapter. Donc, vous voyez, il y a deux contraintes. Il faut à la fois programmer et puis être agile et s'adapter à la situation. Alors, j'aime travailler en équipe. L'ingénieur ne travaille pas tout seul, il travaille avec d'autres techniciens, il travaille avec d'autres ingénieurs, il travaille avec des partenaires, il travaille avec des fournisseurs, il travaille avec des clients. Donc, il travaille avec beaucoup de gens. Il est en connexion avec beaucoup de gens. Entre parenthèses, entre fournisseurs et clients, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça peut être de réels fournisseurs d'entreprise, de réels clients d'entreprise, mais le client, ce n'est ni plus ni moins que la personne qui utilise votre travail. Donc, il va falloir avoir les capacités de dialogue et d'écoute vis-à-vis des autres. Dans un certain nombre d'autres cas, il sera l'animateur de l'équipe. Alors, animateur de l'équipe, c'est autre chose. C'est arriver à définir des objectifs, à partager l'objectif, à faire croire aux objectifs, à entraîner les autres, mais c'est aussi la capacité d'écoute, la capacité de régler des conflits. Mais aussi travailler en solo. Alors, ça, vous le faites à l'école. De mon point de vue, de notre point de vue, vous le faites de trop, mais vous le faites. La différence qu'il y a avec l'école, c'est que l'école, vous travaillez en solo et vous avez votre professeur qui est en effet miroir, qui vous dit ce qui va ou ce qui ne va pas. Dans la réalité du travail dans l'industrie, dans la vraie vie, vous aurez à partager après, à vendre votre travail, à communiquer votre travail, à convaincre sur votre travail. Donc, toujours important l'aspect humain et de relation avec les autres.
voyager. Alors bien sûr, aujourd'hui, on est un petit peu empêché, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce qu'il y a cette nécessité de voyager, alors que nous avons de merveilleux outils de vidéoconférence et que c'est terrible. Seulement, je ne vous vois pas, je ne vous connais pas et je ne suis pas prête de travailler avec vous parce que quand on veut insérer quelqu'un dans une équipe, eh ben, il faut acquérir sa confiance. Sa confiance, une confiance réciproque. Le concept d'équipe, c'est des gens qui sont proches, mais c'est aussi des gens qui peuvent être éloignés et qui sont en réseau. Donc, et à partir de là, si vous voulez travailler en réseau, mais en équipe, il faut avoir la confiance de l'autre, donc il faut aller le voir, il faut partager un certain nombre d'aventures humaines pour être sûr que quand la personne vous dit oui, c'est réellement oui qui vous dit qu'il a confiance en vous et que vous avez confiance en lui. Travailler dans un contexte international, ben, c'est jamais que la conséquence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on voyage, il va falloir avoir un minimum de bagages linguistiques pour pouvoir partager dans le monde, et puis simplement aussi avoir l'ouverture d'esprit pour comprendre les autres gens dans leur culture. Mener des projets jusqu'au bout. Alors un projet, il y a toujours dans un projet quelque chose qu'on fait pour la première fois. Parce qu'on intègre une nouvelle technologie, c'est la première fois qu'on le fait, et comme c'est la première fois qu'on le fait, on a des difficultés. Et comme on a des difficultés, bah, vous pouvez regarder ça autour de vous, et en politique, c'est formidable. Quand on a des difficultés, vos amis bah, ne vous aident pas. Donc, il faudra être tenace et arriver à passer au-delà de ces difficultés. C'est ça qu'on attend de vous. Vous voyez, ça, c'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec les mathématiques ou la physique, moi, ça m'est égal. Je parle de vous. Vivre avec mon temps, mais mais alors là, je pense que si vous êtes là, c'est que vous aimez quand même un peu la technologie, mais on attend d'un ingénieur qu'il aime un peu la technologie. Ça paraît évident qu'il soit plutôt technophile. Alors, vous voyez, quand on vous présente tout ça, ce n'est pas un guide de comportement. On n'est pas là pour vous dire que c'est l'idéal d'aimer tout ça. C'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que compte tenu de notre expérience, si vous ne vous sentez pas à l'aise avec tous ces éléments-là, ben peut-être que le métier d'ingénieur n'est pas pour vous. Nous faisons une différence entre le métier et le diplôme. Le diplôme, comme tout diplôme, c'est un diplôme. Même si toutes les écoles font les efforts les plus grands possibles pour vous adapter à la réalité industrielle, il y a un gap entre la vie de l'école et la réalité de l'industrie. Donc voilà ce qu'on vous dit. Il y a 5% des gens qui ont des diplômes d'ingénieur et qui font tout à fait autre chose que des métiers d'ingénieur. Soyez rassurés, le métier d'ingénieur permet de faire plein de choses, okay, autres que le métier d'ingénieur. Alors, je possède des connaissances scientifiques et techniques. Ce n'est pas une surprise, ça vous le saviez. Qu'est-ce qu'on peut apporter, nous, par rapport à ça? C'est que la spécialité que vous allez choisir, ce qui est important, c'est qu'elle vous plaise. Pour essayer de rentrer dans une dynamique positive, une spirale positive, ça me plaît, je réussis, ça me plaît. Vous voyez? Elle n'est pas très importante parce que 70% des ingénieurs travaillent dans des domaines qui n'ont pas appris à l'école. On va dire c'est surprenant. Ben, ce n'est pas surprenant parce que votre objectif, c'est de faire bouger la technologie. Donc, ce que vous allez faire 10 ans après être sorti de l'école, la technologie n'existait pas. Donc, elle ne peut pas être enseignée à l'école puisqu'elle n'existait pas. Et donc, ce qu'on va chercher à avoir chez vous, à chercher chez vous, c'est le fait que vous ayez une bonne connaissance mathématique, physique de base pour pouvoir construire de façon valable et apprendre de façon valable après, durant toute votre vie. Premier point. Deuxième point, des connaissances économiques, sociales et humaines. Et oui, on a parlé de l'animation. Donc, il va falloir comprendre les hommes et les femmes, avoir un minimum de connaissances des relations sociales parce que vous êtes dans un groupe, etc. Et puis, économique parce que vous serez cadre supérieur, je vous le souhaite, cadre dirigeant, et vous aurez apporté l'économie de l'entreprise. Oh, pas quand vous allez sortir de l'école, pas tout à fait, pas le deuxième jour, mais le 10e, le 100e, le 300e, etc. Voilà, certains d'entre vous. Donc, c'est important de considérer que l'ingénieur repose sur ces deux piliers, des connaissances scientifiques et techniques et des connaissances économiques, sociales et humaines, ce qui différencie des gens qui vont à l'université où ils sont plus centrés sur je dirais, les disciplines scientifiques. Alors, ingénieur, que fais-tu? La première des fonctions, c'est concevoir. Concevoir, qu'est-ce que c'est? Alors d'abord,
80% des jeunes ingénieurs qui sortent de l'école font un passage dans concevoir. D'abord parce qu'ils sont tout à fait formés pour ce type de fonction. Et puis voilà, et certains restent longtemps dans cette fonction-là, d'autres changent, évoluent, etc. Alors concevoir, c'est apporter une réponse technico-économique, donc on revient aux deux pieds, en réponse à un besoin. Il ne faut pas oublier ces deux aspects, technico-économiques. Donc voilà. Alors, quand on va vous donner un petit projet, vous allez gérer ce petit projet. On ne fait pas la même chose au début. Au début, on essaye de comprendre ce que l'on veut. C'est écrit dans un cahier des charges. Il faut comprendre le cahier des charges. Passer du temps à comprendre ce cahier des charges. On vous dit souvent, passer du temps à lire l'énoncé du problème avant de commencer à le résoudre. Là, c'est pire. Le cahier des charges est donc mal écrit. Donc, il faudra essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Et puis après, vous déroulez votre projet, vous avez des phases de test, etc., avec tous les aspects relationnels. Vous pouvez rester dans le métier de la conception en devenant architecte. Bien sûr que vous ne serez pas architecte autonome au début, on attendra que vous ayez fait votre expérience, vous ayez de l'expérience technique, etc. Le métier d'architecture, c'est un métier de structuration, que ce soit en logiciel, en mécanique, en génie civil, etc. C'est un métier de structuration qui vous demandera de l'expérience et tout ça. Vous pouvez aussi rester dans le métier de la conception en devenant un spécialiste d'un domaine. Le spécialiste d'un domaine, c'est quelqu'un qui sait tout de quelque chose qui est plus petit, mais qui a une connaissance très approfondie. Il est reconnu comme tel dans son entreprise. Vous pouvez rester dans le métier de la conception en devenant chef de projet. Donc là, vous allez régler des conflits, vous allez arbitrer, vous allez gérer des budgets, vous allez gérer les ressources, mais vous aurez aussi besoin de votre compétence technique pour arbitrer sur un certain nombre de domaines. Vous voyez donc le métier de la conception, ce que c'est. Deuxième métier, rien à voir. Fabriquer, construire, ça peut être industrialiser, approvisionner, produire, il y a différents mots. Mais là, par exemple, vous êtes dehors en train de gérer la construction d'un pont, vous gérez 150 sous-traitants, vous occupez de l'embauche, vous occupez de la sécurité, vous occupez du planning, vous occupez du budget et vous occupez de problèmes techniques. On vient vous voir, on dit tiens, j'ai tel problème, etc. Vous le résolvez vous-même ou vous allez chercher le responsable qui connaît ou la personne, le spécialiste qui connaît bien ce problème. Vous êtes responsable d'une chaîne de production, d'une tranche de chaîne de production, d'automobile, de lave-vaisselle, d'avion ou de train. C'est exactement pareil. C'est exactement la même chose. Les objets sont différents. C'est de la production manufacturière. Vous avez aussi une équipe qui gère les robots, puis des gens qui produisent en dehors des robots, parce que c'est en général dans des chaînes de production, c'est totalement mixte. Vous occupez de l'embauche, de la sécurité. Vous avez exactement le même métier que l'autre personne. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir. L'un est dehors et s'occupe du bâtiment et s'occupe de construction, l'autre est dedans en manufacturier. Et en fait, les profils de ces deux ingénieurs-là sont très, très proches l'un de l'autre. C'est plutôt des gens qui ont un caractère manager. OK ? Sortent-ils d'écoles différentes de celles que l'on a des gens qui étaient en conception précédemment? Eh bien non. Ils ont des dispositions différentes, des goûts différents, mais en fait, ils sortent de la même école. C'est l'opportunité et leur talent personnel qu'ils ont fait orienter plus dans un endroit que vers un autre. Transporter, distribuer. Là, pareil, vous avez les transports aériens, École nationale de l'aviation civile, qui forment des pilotes et des contrôleurs aériens. Pareil pour les trains sont administrés par d'ingénieurs. Pareil, dans le transport de la matière, transport de la matière ou des colis, c'est ce qu'on appelle la logistique. Il y a aussi, vous voyez, le développement des ventes par Internet. Projetez-vous à 10 ans et savoir comment on va servir l'ensemble de ces produits alors qu'on veut supprimer les camions sur les routes, etc. Donc, c'est un problème d'ingénieur. Vendre.
Alors, vendre, bien sûr, il n'y a pas la nécessité d'avoir des ingénieurs à chaque fois qu'on veut vendre un petit produit. Mais dans les problèmes complexes, comprendre le problème du client, ça nécessite de comprendre et de discuter avec le client. Si le client ne sait pas forcément ce qu'il veut, ce qui est normal, parce que les problèmes techniques sont complexes, il va falloir, en comprenant le problème du client, élaborer avec lui une solution qui lui convient. C'est un travail d'ingénieur. Il faut avoir d'autres capacités, d'autres talents. Il faut avoir des capacités relationnelles très bonnes. Il faut probablement avoir des capacités juridiques, gestion de contrats, etc. Bien comprendre les problèmes de prix, bien comprendre tous les contacts qu'il faut prendre pour pouvoir vendre. Vous voyez, ça représente d'autres talents, mais c'est aussi des ingénieurs qui font ce type de métier. Maintenir, donc ça, c'est faire en sorte que les grands systèmes qui fonctionnent 24 heures sur 24 fonctionnent sans interruption de leur service. Donc la maintenance se fait de façon préventive. Il y a des systèmes de redondance, il y a des réparations sans que le système s'arrête, etc. Et souvent, la prise en compte des risques. Il y a aussi des risques, des calculs de risques, etc. Ce sont des travaux menés par des ingénieurs. Recycler, Recycler, si la matière est une chose précieuse, on n'a pas tout à fait bien fait notre travail. Donc, vous aurez à bien prendre en compte le fait qu'on puisse récupérer les matières précieuses, récupérer de l'énergie de la destruction des produits et faire en sorte, d'une façon plus générale, qu'on prenne en compte le démantèlement et la déconstruction d'un certain nombre de choses qui ont été faites et qui doivent être bien sûr refaites de façon plus écologique, etc. Donc, c'est tout un secteur qui va voir aussi le développement des ingénieurs. Former, se former. Alors, se former, on en avait parlé, ça veut dire que vous allez vous former toute votre vie. Et puis, former, c'est autre chose, c'est faire en sorte qu'on mette à disposition des clients toute la formation nécessaire. Si on vient de vendre une cinquantaine de TGV, où est la connaissance? La connaissance est dans le projet. Il va donc falloir sortir la connaissance du projet et la mettre à disposition des différentes cibles. Il va falloir créer des simulateurs, il va falloir faire plein de choses pour former les clients, entraîner les clients à l'usage de votre produit. Et bien sûr, la connaissance, comme elle est dans le projet, c'est vous qui allez animer tout ça. Ça demande d'autres talents. Pareil, c'est tout à fait différent du reste, vous voyez. Donc, ce sont des métiers très, très différents. Dans votre vie, vous en ferez plusieurs en fonction de vos talents et des opportunités. Alors, en plus de ça, on l'a déjà dit, vous animerez des équipes, hein, donc entraîner tous les gens vers le même objectif. Et puis, vous maîtriserez les impacts de ce que vous faites. Limiter l'énergie que vous allez consommer, limiter l'énergie que vos produits vont consommer, et puis limiter les impacts sur la société, c'est ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises, faire limiter les risques aux technologies que vous mettez à disposition des gens. Donc il faut prendre en compte tous ces aspects. Facile à dire, difficile à faire. C'est clair que si vous ne vous posez pas les questions, c'est pour ça que je reviens sur les questions, c'est important, vous ne saurez pas y répondre. Quand on se les pose, c'est des fois pas facile, mais c'est sûr que quand on ne se les pose pas, il n'y a pas de problème. Ingénieur Kefetu, il est au service donc, des êtres humains, donc il ne faut pas oublier qu'on ne fait pas n'importe quoi avec la technologie. La technologie peut faire prendre des risques, apporte des choses à l'humanité, c'est notre objectif, mais peut faire prendre des risques et il faut prendre en compte les aspects d'éthique, donc et éthique personnelle et éthique de l'entreprise. Ça, c'est important. Alors, comment devient-on ingénieur diplômé? Beaucoup de choses vous ont été expliquées par Pascal Masson, mais voilà, donc la première voie la plus ancienne dans l'histoire sont les classes CPGE, classes préparatoires des grandes écoles, donc concours multi-écoles, et on rentre dans une école en cycle en 3 ans. Ça correspond aujourd'hui à 41% du flux. Vous êtes ici pour écouter Polytech, et donc Polytech, c'est une école post-bac en 5 ans, avec cycle de préparatoire intégré, donc PEIP dans le cas de Polytech. La différence importante par rapport à l'autre, c'est le mode de sélection. Là, on a un concours multi-école, là, c'est un contrôle continu. En fonction des résultats,
de votre cycle préparatoire, ben, vous rentrerez dans le cycle d'ingénieur qui vous va bien. Toutes les écoles à cycle préparatoire intégré ont une variété de disciplines dans le cycle ingénieur. Bien sûr, à vous de vérifier au départ qu'il y a ce qui vous plaît, bien évidemment. Ça correspond à 29% du flux aujourd'hui. Après, vous pouvez avoir une approche plus progressive où je passe un DUT ou un BTS. Alors aujourd'hui, le DUT est en 2 ans. Dans le futur, il y aura un BUT en 3 ans. Donc, ne brouillons pas les cartes pour le moment. Il est en 2 ans. Donc, après ce DUT, vous pouvez intégrer, ça vous a été montré aussi par Pascal Masson, vous pouvez intégrer une école d'ingénieur, soit du type 1, soit du type 2, hein, avec intégré. Donc, c'est tout à fait possible. Il faut avoir bien sûr de bons résultats, avoir une correspondance entre les disciplines que vous avez faites au DUT et celles que vous voulez viser en ingénieur. C'est une cohérence, c'est tout simple. Vous pouvez aussi dire, je fais une formation en partenariat, en alternance ou par apprentissage. 3 termes qui signifient la même chose. Donc, dans ce cas-là, avec votre DUT, vous rentrez dans une entreprise. L'entreprise passe un contrat avec une école du type 1 ou du type 2. Vous passez 3 ans à faire moitié-moitié travail dans l'école et travail dans l'entreprise. Au bout des 3 ans, vous avez le diplôme de l'école, comme un individu qui a suivi le cycle ingénieur normal. Alors vous allez me dire, c'est assez bizarre parce que je n'ai pas eu autant d'heures d'école. Alors oui et non. D'abord, vous travaillez plus parce que vous avez des heures, vous n'avez pas les vacances scolaires. Et puis par ailleurs, dans le cycle ingénieur, vous avez un stage. Là, bien sûr, votre stage est intégré. Et puis, il y a aussi des disciplines que vous apprenez de façon tout à fait valide. Si je vous apprends la gestion de projet, vous apprendrez la gestion de projet dans l'entreprise de façon tout à fait valide. Vous pouvez, dernière étape possible, je dirais rentrer à l'université, faire licence 1, licence 2. Après la licence 2, vous pouvez aussi intégrer les écoles d'ingénieurs sans problème. Après, enfin, sans problème à condition d'avoir de bons résultats, hein, et ça, c'est l'école qui fera l'arbitrage. Et puis, vous pouvez passer la licence 3 et intégrer une école d'ingénieur, ça vous fait 1 an de plus. Et même, ça a été montré tout à l'heure, passer un master 1 dans l'université et rentrer en 2e année d'école d'ingénieur. Par contre, si vous faites le cursus complet à l'université, vous avez un master, c'est un bac plus 5, mais il est moins adapté, je dirais, à la vie industrielle, à la vie de l'entreprise. Le métier d'ingénieur, c'est quand même un métier qui est fait pour aller dans les entreprises. L'adaptation est faite à ce niveau-là. Par contre, si vous souhaitez être chercheur et poursuivre dans la discipline et faire un doctorat, c'est tout à fait possible aussi. Donc, en résumé, il te faudra être curieux, créatif et rigoureux, dynamique et tenace, avoir l'esprit d'équipe, une bonne capacité d'analyse et de synthèse. Ça, c'est vos capacités personnelles. C'est ça qui vous permettra d'évoluer raisonnablement dans l'entreprise. Maîtriser les techniques de communication. Vous aurez communiqué, on a bien vu, dans votre entourage propre, à dynamiser les équipes. Il faudra parler l'anglais. On s'en excuse, mais l'anglais n'est pas une langue étrangère. L'anglais est l'outil minimum de communication dans le monde. Et vous n'êtes pas encore dans les entreprises, vous apercevrez tout est mondialisé de façon extrême, peut-être trop extrême, mais voilà. Donc, il faudra, votre fournisseur, il sera ailleurs, votre client, il sera ailleurs, etc. Il faudra donc le TOEIC, qui est le test d'anglais international, avec un niveau de 800. Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est l'ordre de grandeur, le niveau B2, et éventuellement une autre langue étrangère. Donc, si je termine par du très concret, l'emploi et les salaires. Donc, un accès facile à l'emploi. 50% ont trouvé leur premier emploi avant la sortie de l'école. Alors, les statistiques de Polytech sont un peu différentes. Nous, c'est des statistiques globales, toutes écoles confondues. Hein. Voilà, 80% ont trouvé en moins de 2 mois. Donc, bien sûr, c'est avant Covid. Ça, ce sont des stats. Nous, nos stats portent sur 55 000 ingénieurs. Ce sont des stats qui portent sur l'année 2019, qui ont été faites en 2020. Un peu différent 2020-2021. Vous ne vous laissez pas impressionner par ça. Faut voir
les ingénieurs sont des hommes de temps long ou des femmes de temps long, donc vous ne laissez pas impressionner par des hoquets d'une année ou deux. Bien sûr, ça tombe des fois mal, mais ce n'est pas le problème. Ça reviendra et il n'y a aucune difficulté. 3,4% de chômage, donc c'est faible. Si le chômage est une courbe en baignoire, il y a un petit peu plus de chômeurs au niveau des débutants, ce qui est normal, et un peu plus de chômeurs au niveau des plus vieux, ce qui est normal aussi. Le plateau de la baignoire est à 2,4, donc il n'y a pas de chômage. Hein. Et on cherche des ingénieurs, on cherche des hommes et des femmes qui en veulent, qui sont compétents, etc. Les niveaux de salaire, donc débutant 2200 euros net par mois, ça correspond à, il y a deux critères. D'abord, c'est une courbe en cloche, ça c'est la médiane. Donc il y a autant de cas plus bas et de cas plus hauts. Cette médiane est assez resserrée, la courbe en cloche est assez resserrée avec un écart type faible. Il dépend de deux critères. Le critère de secteur d'activité, le moins payé c'est l'agroalimentaire, le plus payé c'est le pétrole, et de la notoriété de l'école. Forcément, au moment où on vous embauche, on ne vous connaît pas. Donc, on applique à vous l'image qu'à l'école. Bon, on est des fois très surpris, soit agréablement, soit désagréablement surpris. Et en mi-carrière et fin de carrière, il s'agit toujours des médianes. Là, bien sûr, ça s'arrondit parce qu'il y a une variété de fonctions. Vous voyez bien que déjà, je vous ai parlé d'une variété de métiers, mais il y a une variété de fonctions et une variété de profondeur parce que vous pouvez être commerçant, directeur commercial, etc., responsable commercial de toute une zone. Donc, il y a une variété importante, ce qui explique la variété, le fait que les courbes s'arrondissent. Voilà. Donc, nous sommes prêts maintenant à répondre à toutes vos questions. Euh, merci de votre écoute. Donc, est-ce que vous avez des questions? On est en train de lire vos questions potentielles sur le chat de YouTube. Ben, il est 18h30, donc nous pourrons repasser la main. Réfléchissez à vos questions. De toute façon, on sera susceptible d'y répondre même après. Donc, merci beaucoup. Je départage.